Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans le Café climatique numéro 3 qui porte sur la justice climatique. Je suis Marthe Faré, chargée de com du réseau UNICE et j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin ce Café climatique. Pour rappel, le réseau UNICE est une communauté unique où les étudiants, les étudiantes universitaires de partout à travers le monde se mettent ensemble pour partager, apprendre, collaborer et agir ensemble pour le climat. Et pour les cafés climatiques, ce sont des initiatives portées par les étudiants ou étudiantes du réseau. Et celui de ce jour est proposé par Fatima El Moussaoui, membre du conseil leadership étudiant du réseau. Fatima détient une maîtrise en santé environnementale mondiale de l'Université de Montréal et poursuit ses études de doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Sa thèse se focalise sur les communautés de recherche philosophique en tant qu'approche créative pour renforcer l'agentivité environnementale et les comportements durables chez les jeunes. Étant à l'intersection de l'éducation et de la santé publique, ces travaux explorent le potentiel des approches interdisciplinaires pour aborder les défis climatiques et Fatima est convaincue que l'aspiration pour un avenir juste et durable nécessite une remise en question des valeurs prévalentes et un engagement envers des valeurs équitables et justes, ce qui nécessite une réflexion approfondie autour de nos modes de vie et de nos choix actuels. Je vous invite donc à l'accueillir puisqu'elle sera à la modération de ce troisième café climatique. Fatima, tu as la parole. Donc, merci Marc pour ton introduction. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez apprécier notre café climatique. Donc, merci aussi, professeur généreux, d'être là parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté de partager vos connaissances, vos réflexions. Je vais commencer par introduire professeur généreux. Donc, professeur Mélissa Généreux est professeur titulaire en santé communautaire à l'Université de Sherbrooke et médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie. Elle est médecin spécialisée en santé publique et en médecine préventive et elle est particulièrement reconnue pour son engagement dans la réponse aux crises majeures, comme la tragédie de lac Mégantic, les feux de forêt à Fort-McMurray, les inondations printanières de 2017 et 2019 au Québec et la fameuse pandémie de COVID-19, ainsi que pour ses recherches sur la santé mentale, la résilience et les inégalités sociales dans de tels contextes. Elle a mené plusieurs travaux sur les impacts psychosociaux des changements climatiques, notamment sur l'éco-anxiété, la vulnérabilité sociale et la manière dont les diverses crises environnementales, sociales et économiques affectent différemment les populations. À travers des enquêtes d'envergure menées au Québec et à l'international, elle met en lumière les injustices structurelles qui rendent certaines communautés, souvent les moins responsables, disproportionnellement exposées aux risques sanitaires découlant de ces crises. Dans cette discussion, elle partagera ses réflexions sur qui paye réellement le prix de la crise climatique, conjuguée aux autres crises, et comment bâtir une action climatique plus équitable, inclusive et ancrée dans la dignité humaine. Donc, merci, professeur généreux, encore une fois. Pour commencer, j'aimerais savoir si vous pourriez un peu nous introduire le concept de justice climatique, comment vous le percevez. Ah, ben, ouais, je sais pas si je commencerai avec ça, mais j'aimerais vous expliquer un petit peu le parcours, le cheminement qui amène à cette réponse-là. Est-ce que ça vous conviendrait si je le fais comme ça? C'est parce que je trouve qu'on pourrait Comme ça parler vous compte. de justice climatique, donner une définition très générique, mais ouais, j'ai le goût de le faire à l'envers, si vous me permettez. Ça va comme ça? C'est comment ça vous convient. Ben, Et juste en avant fait, de oui. commencer, j'aimerais juste mentionner aux participants, si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous êtes toujours les bienvenus, même pendant la discussion. Donc, vous pouvez juste ouvrir votre micro et intervenir. Oui, 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 c'est intime, là, il n'y a pas de souci avec ça. C'est plus une conversation, là, on ne voulait pas y aller avec un PowerPoint, mais moi, où est-ce que je voulais vous amener le cheminement? Ben, je suis un médecin spécialisé en santé publique, donc mon travail, c'est de m'occuper de la santé des populations. Tu sais, je ne vais pas m'occuper de patients un par un ou même quand on s'occupe de patients un par un, le but, c'est de voir ce qui les unit. Est-ce qu'il y a des enjeux communs? Est-ce qu'il y a des enjeux qui touchent un plus grand groupe? Et si oui, est-ce qu'on peut agir en amont de ça ou est-ce qu'on peut réduire les répercussions de certaines formes d'adversité pour un peu minimiser les conséquences
de différentes crises dans la société. Donc, ça, c'est notre posture. Puis, je vous dirais que au-delà du concept un peu plus large d'inégalité sociale de santé ou de justice climatique, c'est sûr que pour nous, c'est des trames de fond avec lesquelles on travaille, mais concrètement, moi, ce qui nous a beaucoup aidé, mon équipe et moi, à cheminer puis à mieux comprendre sur le terrain, là, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est une succession de différentes crises. Donc, moi, la première là, qui a vraiment marqué tout le parcours professionnel, c'est la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Ça, c'est survenu il y a 11 ans, donc à l'été 2013. Moi, je venais tout juste d'arriver dans mes fonctions, puis vous allez dire, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. En effet, ça rentre plus dans la catégorie d'une catastrophe, on va dire, industrielle ou d'origine accidentelle. Mais il y a tout à fait un lien, vous allez voir. Donc, quand ce train-là a déraillé, ça a malheureusement causé le décès de près d'une 50aine de personnes. Ça a détruit l'entièreté ou presque du centre-ville du petit village de Lac-Mégantic. Ça a eu des répercussions environnementales et économiques majeures. Puis, dans les semaines et mois qui ont suivi, voire même les années qui ont suivi, on s'est intéressé pas juste aux impacts immédiats là, que cette catastrophe-là pouvait avoir pour la communauté, mais de comprendre que ça occasionnait réellement des impacts psychosociaux ou des séquelles sur le plan psychologique et comportemental pendant des années. Là. La dernière fois qu'on l'a mesuré, c'était 5 ans après l'événement. Puis encore là, on avait quand même une somme assez importante de gens, là, de l'ordre de grandeur de plus de la moitié des gens à Lac-Mégantic qui souffraient toujours de symptômes de stress post-traumatique, entre autres. Plusieurs aussi rapportaient soit des troubles anxieux ou de l'humeur ou même une consommation abusive d'alcool plus importante que ce qu'on pouvait observer dans la région en général. Donc, c'est vraiment de voir qu'il semblait avoir une association, on retient, qui touche beaucoup de gens, donc une grande crise qu'on n'a pas vu venir, qui vient nous faire perdre nos repères, qui occasionne un stress important, qui peut faire causer des pertes d'argent, un sentiment d'injustice, une perte de sens aussi, donc des pertes aussi humaines. Quand tout ça arrive à la suite d'une crise comme la tragédie qu'on a vécue, on voit que ça peut laisser des séquelles auprès d'un grand nombre de gens pendant un grand nombre d'années. Je pensais que l'histoire allait se terminer là. Puis en 2016, c'est là que je fais le lien avec les changements climatiques, il y a eu les feux de forêt de Fort McMurray en Alberta. À la télévision, bon, Alberta, c'est plus loin de chez nous, on ne peut pas y aller en voiture, par exemple, mais on voyait les feux à la télévision, puis tout ce que j'avais en tête, c'est « Oh mon Dieu, ça a beau être d'une complètement autre origine, c'était pas un accident, on pense plus en lien avec une période de sécheresse, des grandes chaleurs, donc plus en lien avec les changements climatiques. » Et même si l'origine, la cause n'était pas la même, au final, j'anticipais, j'avais le goût d'aller voir les autorités de santé publique là-bas pour leur dire, vous savez, vous en avez au moins pour 5 ans à accompagner la communauté. Tu sais, puis je dis 5 ans parce que j'avais pas assez de recul encore avec Lac-Mégantic. Donc, finalement, j'ai eu la chance de pouvoir aller donner un coup de main là-bas dans les quartiers généraux pour pouvoir les aider à se préparer sur un plan de rétablissement qui allait toucher l'ensemble de la communauté. Puis là, vous voyez, déjà là, je leur ai dit, faites attention, parce qu'on a appris de Lac-Mégantic, puis c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Il y a des groupes qu'on va dire, je n'aime pas dire plus vulnérables, mais qui sont à plus haut risque pour la même dose de stress, sont à plus haut risque de subir des conséquences sur le plan psychologique, notamment les enfants, les jeunes. Là-bas, il y avait des communautés autochtones ou des gens un peu plus défavorisés ou qui ont moins de soutien social. Donc déjà, on leur suggérait fortement d'avoir une approche qui tient compte de ces différentes réalités-là. Puis là, à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'à chaque catastrophe naturelle, ne sont pas si naturelles que ça finalement, mais bref, à chaque événement météorologique extrême, on voyait un peu poindre ce genre d'enjeu-là. Donc là, il y a eu des inondations printanières au Québec en 2017 là, dues à la crue des grands cours d'eau. Une fonte rapide des neiges, une crue rapide, une montée, puis il y a eu des milliers de maisons partout au Québec qui ont été touchées sévèrement. Des maisons, mais des humains aussi. Puis les mêmes inondations se sont reproduites en 2019. Donc, on a décidé d'étudier les communautés qui ont été touchées par les inondations 1 an et 2 ans après ces inondations-là avec à peu près les mêmes questions qu'à Lac-Mégantic,
Donc, pour voir à quel point les niveaux de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, de comportements problématiques, comme par rapport à l'abus d'alcool, à quel point les gens semblaient marqués et pendant combien de temps. Et encore une fois, on a trouvé les mêmes choses, les mêmes impacts, à peu près la même durée. Donc, c'est juste pour vous dire que ce soit une tragédie ferroviaire, que ce soit un feu de forêt, que ce soit une inondation et plus récemment la pandémie, mêmes impacts psychosociaux, à peu près le même monde de grandeur, le même caractère longitudinal, puis toujours un peu les mêmes groupes qui sont davantage touchés. Puis là, ben, plus récemment, je vous dirais que depuis la pandémie, on parle même des crises sociales post-pandémiques, hein, donc que ce soit au niveau économique, au niveau du logement, au niveau de crise géopolitique aussi. Donc, il y a quand même un contexte de polarisation, de violence, de climat au niveau social, de hausse de la pauvreté ou d'écart d'égalité, inégalité au niveau social qui sont en accroissement pour toutes sortes de raisons. Puis ça aussi, quand on est en train, je fais plusieurs enquêtes là, récemment, notamment auprès des familles québécoises, puis on se rend compte que ça aussi, en tant que tel, même si ce n'est pas une crise subie ou aiguë, on a l'impression que ça se juxtapose à la crise climatique et à la crise pandémique qui a laissé quand même des traces, puis aux différents autres événements assez stressants qu'on peut vivre. Puis c'est pour ça que moi, de plus en plus, je parle de contexte de polycrise. Donc ça, je tenais quand même à vous le dire parce que je ne pense pas qu'on peut isoler la crise climatique des autres crises. Puis c'est ça qui est un peu le comble du malheur parce que déjà, la crise climatique, c'est immense, mais rajouter la crise économique, sociale, géopolitique, une pandémie qui n'est pas si loin que ça dans notre esprit, la crise du numérique, à la limite, là, de la montée du numérique qui fait qu'on n'a plus la même qualité de relation interpersonnelle qu'auparavant. Donc, c'est ça notre monde aujourd'hui et c'est ce qui fait que les impacts psychosociaux sont, je pense, toujours persistants, même si la pandémie est terminée quand même depuis un petit bout. On voit que le niveau de stress, de détresse, notamment chez les jeunes, continue à se maintenir à des niveaux assez inquiétants. Et pour moi, je ne suis pas capable de départager quelle est la part de la contribution de la crise climatique, de l'effet de la pandémie ou des autres crises que j'ai mentionnées. Et je ne pense pas que c'est très important finalement de départager parce que ce sont tous pour moi des morceaux qui cohabitent ensemble puis qui ont un effet d'une synergie un petit peu plus négative. Fait que si je résume tout ça, je pourrais vous dire que ben, il y a peut-être comme 3 types de mécanismes pour moi quand on fait l'impact des crises sur la santé mentale, sur le bien-être, puis comment ça peut créer des injustices. C'est qu'on peut être impacté directement par la crise. Donc, il y a un feu de forêt, il y a une inondation, et là, on a des pertes, on est très stressé, puis ça peut venir jouer sur le bien-être des gens. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui s'appelle changement progressif. Donc, qui dit changement climatique dit dégradation progressive de l'environnement, mais dégradation aussi du tissu social, des déplacements de population, des réfugiés climatiques, des changements au niveau de l'agriculture, de l'accès à la nourriture. Donc, tu sais, vous voyez des changements d'habitude de vie parce on peut peut-être, on n'ose plus, on n'a plus les mêmes capacités de faire certaines activités en plein air parce qu'on craint d'être piqué contre d'attraper la maladie de Lyme. Là, je donne des exemples où des étés plus chauds qui fait qu'on passe plus de temps à l'intérieur parce que c'est des journées comme on a connues dans les 2, 3 derniers jours, ça nuit un peu à notre niveau d'activité physique et de socialisation. Donc, changement progressif, je pense que c'est super important de l'avoir en tête, que ça aussi, nos modes de vie changent, nos modes de rapports sociaux changent, puis ça, combiné au numérique, ça nous amène à être plus isolés, plus à l'intérieur, moins en contact avec la nature. Et finalement, super important, le troisième mécanisme, en plus des impacts directs, en plus des changements progressifs, il y a toute la menace ou l'anticipation quant à l'avenir. Ça, c'est super important comme mécanisme parce que même si nos environnements sont sans égard au changement de nos environnements puis aux impacts directs des crises, le simple fait d'anticiper que ça pourrait nous arriver de plus en plus souvent, que notre avenir peut être inquiétant, qu'on a de la misère à se projeter dans 10-20 ans, que ça peut avoir un impact est super important en termes d'éco-émotion, d'éco-anxiété, comme ça a été dit tantôt, mais même de choix de vie. Je dirais, tu sais, de façon dont, surtout pour les plus jeunes générations, on anticipe notre futur. Est-ce qu'on veut fonder une famille? Est-ce qu'on veut en profiter? Et des fois, je vois même un effet un peu pervers ou paradoxal, c'est de dire, ben, j'ai de la misère à me projeter dans le futur.
Donc, je vais vivre le moment présent. Et en vivant le moment présent, ben, des fois, je peux même contribuer à la problématique. Vous voyez un peu ce que je veux dire pourquoi moi, je me sacrifierais, sachant que les générations avant ne l'ont pas fait et sachant que mon avenir m'apparaît incertain. Donc, moi aussi, je vais en profiter pleinement. Je vais consommer, je vais dépenser, je vais voyager, je vais vivre à 100 000 à l'heure parce qu'il y a un peu YOLO, là, parce que devant toutes ces crises-là, j'aime mieux en profiter. Puis ce qui n'est pas du tout un jugement, là, je pense que c'est une réaction psychologique tout à fait normale, mais qui peut avoir un effet un peu de cercle vicieux, là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand je mets tout ça ensemble, c'est là que je réponds à votre question, que pour moi, ben, je ne le vois pas juste comme de la justice climatique, mais plus de la justice sociale au sens plus large, tu sais, ou plutôt de l'injustice sociale, comme quoi, bien évidemment, les groupes qui vont être plus touchés par ces trois mécanismes-là d'action des différentes crises, ben, ce ne sont pas les groupes qui ont contribué à générer ces crises-là. Donc, en tout premier lieu, moi, j'ai vraiment une pensée pour nos jeunes, les jeunes générations qui arrivent dans un monde où les crises sont là sans qu'ils l'aient demandé et sans qu'ils aient à peu près contribué ou pas, très peu par rapport aux plus vieilles générations, aux anciennes générations, je ne sais pas comment dire, alors surtout dans la perspective de l'avenir, c'est évidemment les groupes les plus touchés. Donc, ça, puis on le voit là, en termes de mesures d'anxiété, de dépression, d'impact psychologique, là, comme quoi nos jeunes vont avoir une propension à davantage rapporter ce type d'enjeux-là. Et on voit que la dégradation de la santé mentale se fait davantage chez nos groupes de jeunes en ce moment au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Puis l'autre groupe que j'ai en tête, bon, rien vraiment de très, très choquant ou surprenant, mais je pense que tout ce qui s'appelle nos groupes issus de milieux un peu plus défavorisés, puis on peut aller à l'extrême, nos populations itinérantes, par exemple, sans logement. Là, ça, c'est l'exemple extrême de tout un bassin de personnes qui n'ont pas énormément de moyens financiers, qui n'ont pas beaucoup de leviers pour faire face à l'adversité. Donc, eux, quand ils souffrent d'un impact direct, d'une inondation, d'une grosse vague de chaleur ou d'un feu de forêt, ils n'ont peut-être pas l'argent pour se louer une chambre d'hôtel et demeurer confortable, ou ils n'ont peut-être pas la piscine ou l'air climatisé, ou ils n'ont peut-être pas un gros réseau de soutien pour les aider à passer au travers l'épreuve. Donc, ils sont souvent davantage exposés. Hein. Une grosse vague de chaleur, on l'a vu, qui va être davantage exposé à la chaleur? C'est ceux qui ont des conditions de logement qui sont moins favorables. C'est ceux qui vont habiter dans des logements au 5e, 10e étage avec rideaux dans les fenêtres ou pas d'air climatisé ou dans des îlots de chaleur. Donc, plus d'exposition, souvent une plus grande sensibilité aux effets, par exemple, de la chaleur. Donc, si en moyenne, les personnes plus défavorisées ont plus de chances de souffrir aussi de certaines maladies chroniques ou de conditions ou prendre certains médicaments qui pourraient les rendre plus à risque de souffrir de la chaleur. Et ils ont aussi moins d'outils dans leur coffre à outils pour s'adapter face à cette chaleur-là, pour trouver des solutions. Pas, pas, pas parce que c'est un choix personnel, mais parce que la société les a amenés là, bien évidemment. Là. Je pense qu'ici, c'est un enjeu clairement sociétal. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est ça, l'injustice sociale, c'est un paquet de conditions qui fait que c'est pas normal qu'on a des gens qui se retrouvent plus exposés, plus sensibles, qui ont moins d'outils pour s'adapter et qui sont en même temps les gens qui ont le moins contribué à générer les crises. Et c'est autant vrai pour moi, pour les jeunes, que pour, par exemple, des groupes issus de milieux un petit peu plus défavorisés qui ont moins contribué à émettre des gaz à effet de serre ou à créer des crises sociales, mais qui se retrouvent les principales, j'aime pas le mot victime, mais les principales personnes touchées par ça. Je pourrais parler de pistes de solutions, là, parce que là, c'était un peu un discours négatif, mais c'était pour répondre à la question. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de pistes de solutions aussi. On va revenir aux solutions. J'avais juste une petite chose. Vous avez parlé, par exemple, de groupes en situation de vulnérabilité ou qui sont plus touchés au sein d'une seule société, mais peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez au niveau, peut-être à l'extérieur de notre société québécoise ou canadienne, si on parle au niveau mondial, donc États du Nord, du Sud, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben oui, ben c'est certain. Moi, c'est sûr que je parle vraiment avec mon chapeau à moi. Tu sais, j'exerce à l'échelle du Québec, puis même à l'échelle des régions. Donc, je suis très sur le terrain. Donc, tu sais, ce que je vois plus, ce que j'ai comme exemple en tête, c'est ce que je vois dans ma pratique comme médecin en santé publique. Puis, les travaux qu'on a faits, c'est essentiellement basé au Québec. J'en ai fait un peu dans le reste du Canada, puis pendant la pandémie, je pense, 9 pays différents. Mais encore une fois, c'était quand même assez souvent des pays, on va dire plus hémisphère nord, assez industrialisés, pays de l'Europe, États-Unis, Canada. Donc, on voulait pas, en fait, c'est pas qu'on voulait pas, mais il y a aussi une histoire de contact, d'opportunité là, rapidement quand c'est le temps de mieux examiner le contexte. Mais il y a aussi que, pour moi, d'aller voir, par exemple, on avait les Philippines qui ont participé avec nous, mais c'est tellement un monde différent que c'est difficile, je trouve, de mettre côte à côte les données de recherche qu'on va aller extraire des Philippines versus ailleurs. Tu sais, en termes de contexte politique, économique, d'inégalité, c'est un peu grossier, je trouve, de mettre ça en parallèle avec les autres pays parce que le contexte est tellement euh, spécifique que je n'aurais pas trouvé ça une bonne idée, là, si on veut, là, de juste faire une comparaison statistique. Donc, oui, on a collecté les données, mais on a bien vu que la réponse psychologique, par exemple, à la pandémie ou la réponse comportementale était de tout autre niveau. À Hong Kong aussi, qui est pas un pays, mais bon, un genre d'État là, qui s'est joint à nous aussi. Puis encore une fois, c'était juste pas comparable en termes de réponse. Puis souvent, même avec un climat, ben, ce qu'on nous expliquait un peu de répression, c'est un point tel où on n'avait pas le droit de poser des questions, par exemple, sur les idées noires. On n'avait pas le droit c'était juste pas autorisé là-bas à Hong Kong de poser les questions. C'était juste pas permis par le gouvernement tu sais, il fallait retirer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on est juste dans un autre monde, donc on n'a même pas accès à la même donnée. On a encore moins accès à tous ces facteurs-là contextuels. Tu sais, il y a comme ils n'ont pas tant le droit de tout nous dévoiler. Comme c'est ça, c'est ça un peu, ben, je ne veux pas dire répression au sens formel, mais il n'y a quand même pas un climat de liberté d'exprimer tout ce qu'on veut, puis d'écrire et de laisser des traces. C'était quand même, on sentait un peu plus contrôlé, je vous dirais. Donc, je n'oserais pas trop m'aventurer au-delà de ce que tout le monde pourrait dire. C'est un contexte assez particulier ce que vous mentionnez, mais peut-être aussi un côté de la polycrise que vous mentionnez, c'est que nos systèmes sont assez fondés d'une manière qui est basée sur la logique ou la manière de penser occidentale ou plus pays du Nord. Puis quand on va aller essayer de les ramener dans ces pays-là, ben, ça ne s'adapte pas. Puis il faut vraiment tout changer, nos méthodes de mesure, de Ouais. collecte de données, de perspective. Mais si je Ça peux, par fait exemple, qu'on a pointer moins de données. là-dessus. Oh, pardon, excuse. Je Non, dis, c'était juste pour dire que ça fait qu'on a moins de données sur ces régions par rapport aux autres. ouais. Ben, Oui, allez. heureusement, là, nous, notre approche en pandémie, tu sais, ça s'est fait c'est parce qu'il y avait un appel de subvention, puis on avait 6 jours là, pour tout faire, notre protocole, ce qui n'a pas rapport, là. D'habitude, on fait ça en quelques semaines, voire mois, là. Fait que c'est pour ça que on est passé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On avait quelques contacts qui nous ont permis de faire des liens avec Hong Kong puis Philippines, mais tu sais, on avait Nouvelle-Zélande, mais là, qui rentre quand même plus dans la catégorie des pays un petit peu plus industrialisés. Euh, mais on n'a pas eu le temps tu sais, c'est pas des liens qui étaient préétablis d'avance. Ceci étant dit, avec l'Organisation mondiale de la santé, si jamais ça vous intéresse, il faudrait tantôt que j'essaie de retrouver la référence, mais je trouve que c'est quand même un beau réseau. Il y a un réseau autour de la recherche et de l'intervention pour les urgences au sens large, urgences sanitaires, mais je vous dirais que il y a vraiment un gros bout qui s'est développé autour de, pas les urgences sanitaires infectieuses, mais plus ce qui est d'origine environnementale. Donc, tu sais, il y a un super beau réseau, moi, que j'ai pu, surtout asiatique, là, il y a, je pense que c'est basé justement à Kobe, au Japon, le centre international là, de ce réseau-là de recherche et de pratique. Donc, je suis encore un peu en lien avec eux. Puis là, c'est intéressant parce que quand on réunit des experts de différents pays dans ces rencontres-là, on réussit beaucoup plus à, à comprendre là, à quel point les réalités sont complexes d'un pays à l'autre. Mais
pour documenter, pour faire de la recherche, mais aussi pour les moyens d'action, puis l'ampleur des inégalités au sein même de pays qui sont d'un autre ordre. Je veux dire, moi, je considère que les inégalités sociales qu'on a au Québec sont beaucoup trop grandes, mais quand on compare à d'autres pays, c'est quand même bien moindre que ce qu'on peut voir dans d'autres pays où la pauvreté, elle est encore plus exacerbée. Les facteurs de sécurité sociale sont, dans plusieurs endroits, à toute fin pratique, absents. Mais d'un autre côté, souvent des pays où, justement, l'absence de soutien, on va dire plus politique ou gouvernemental, ou de filet de sécurité officiel fait en sorte qu'il y a un soutien social informel très, très riche, très, très fort, qu'on observe peut-être moins dans certains pays industrialisés. Donc, tu sais, c'est juste, à mon avis, complètement différent là, comme pour comprendre, mais aussi pour trouver des moyens d'action. Définitivement. Pour revenir au Québec, est-ce que vous pensez que nos systèmes actuels de santé publique sont assez préparés pour répondre à cette crise? Oh, je vois votre sourire. Oui, moi, ben, en fait, c'est une bonne question dans le sens, ça dépend ce qu'on veut dire par préparer. Moi, je suis partie en sabbatique il y a quelques années, justement après la crise de Mégantic et de Fort McMurray, pour me dire comment ça, comment ça que j'avais accumulé toute cette connaissance-là à Lac-Mégantic et que j'ai dû utiliser mes contacts internes pour être capable de transférer ce savoir-là à Fort McMurray. Tu sais, vous voyez, moi, c'est parce que j'ai appelé des gens, puis je me suis dit, comment ça que ce savoir-là n'est pas officiellement consigné à quelque part de manière à ce qu'à chaque crise, on bâtisse sur les apprentissages de la crise d'avant. Vous voyez, pour moi, la préparation à une crise ne peut pas être une bonne préparation si elle ne tient pas compte des apprentissages des dernières crises. Et si c'est ça, pour avoir une bonne préparation, en tout cas, si c'était un des ingrédients de la préparation, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'en ce moment, je dis au Québec, mais je pense qu'on peut dire dans plusieurs endroits dans le monde, il n'y en a pas beaucoup de mécanismes qui permettent de dire, au-delà des crises ou des événements extrêmes météorologiques, comment, comme je vous dis, les conséquences d'une tragédie ferroviaire ou d'une pandémie se recoupent quand même beaucoup avec celle qui est issue de crises liées au climat. Puis, comment on peut mettre tout ce bagage-là de connaissances ensemble pour être toujours plus fort et meilleur? Est-ce qu'on a vraiment appris de la pandémie? Est-ce qu'on s'est dit la prochaine fois pour être meilleur d'un point de vue de santé publique, face à la prochaine pandémie ou à n'importe quelle autre crise qui viendrait perturber le quotidien des gens puis nuire à leur santé mentale, est-ce qu'on a vraiment fait l'autopsie de ça? Est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on doit absolument continuer à faire, ce qu'on pourrait commencer à faire davantage et ce qu'on doit absolument cesser de faire parce que c'est pas bon pour les gens? Moi, je suis pas au courant qu'on a fait ça encore. Puis pourtant, la pandémie s'est terminée en 2022 à peu près. Donc, je veux dire, sûrement qu'il y a des groupes qui le font, mais s'il y avait une autre crise qui commence demain matin en urgence, il n'y a pas un guide qui dit voici ce qu'on a appris de la pandémie, puis voici comment être meilleur. Tu sais, vous voyez? Fait que mais je pense pas que c'est une critique à l'endroit du Québec en tant que tel. Là. Quand j'ai fait ma sabbatique, ce constat-là, je l'ai fait partout dans le monde. Je me suis promenée en Angleterre, en Australie, en Asie, je me suis promenée aux États-Unis, ailleurs au Canada, puis c'était toujours le même constat. On réinvente la roue à chaque fois. On, on, on apprend très peu on tire très peu de réelles leçons. On ne corrige pas beaucoup nos pratiques d'une fois à l'autre. Et pourtant, c'est un point très évident. Ça, c'est quoi les obstacles quand à pratiquer cet apprentissage de connaissances des expériences antérieures? C'est quoi les obstacles? Les obstacles, c'est que ça prend du temps puis des personnes dédiées, ça prend des humains. La solution, elle est forcément sociale et humaine. C'est là que je veux dire, c'est que souvent, quand on dit qu'on est préparé, là, c'est parce qu'on a un plan écrit avec un organigramme en cas de catastrophe, avec une structure, on a des rôles préétablis, on a un plan, une structure. Tout est écrit, ça, habituellement, on est prêt. Mais dans la vraie vie, c'est ce que partout sur la planète, les gens m'ont dit, ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a la confiance d'établi, c'est quand il y a des liens humains, c'est le réseau social, le réseau de partenaires, c'est quand
rapidement, on comprend qu'il y a des chercheurs qui pourraient venir nous prêter main forte, où il y a des experts. Donc, par exemple, on nous avait dit, ce que vous devriez faire, là, c'est avoir un registre des experts dans toutes les disciplines. Imaginez si on avait eu ça pendant la pandémie. Vous avez un registre, là, à peu près, des grands experts en virologie, les grands experts en sciences de l'éducation. Je suis désolée, mais on prenait des décisions qui fermaient les écoles. On aurait dû avoir des experts en éducation pour nous expliquer les conséquences de chacun des choix. Des experts en psychologie, des experts même en philosophie, parce qu'il y avait des choix philosophiquement de faire des couvre-feux ou pas, l'itinérance, il y a des personnes. On aurait pu avoir des experts des grandes disciplines en géographie, en je ne sais trop, pour être capable de dire, ben voilà, quand arrive une crise, j'ai vu au Netherlands, Pays-Bas, aux Pays-Bas qu'ils avaient ça dans ma tournée un peu mondiale. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un genre de registre d'experts. Puis le gouvernement, quand une nouvelle crise arrive, se disent, bon, dès le début de la crise, de quels experts on va avoir besoin? C'est quoi les disciplines qui risquent d'être concernées? Est-ce qu'il va y avoir des enjeux sociétaux, psychologiques et pédagogiques, blablabla, et chimiques, peu importe. Et là, ils vont consulter le registre des experts, puis ils constituent une genre de cellule d'experts pour dire, là, voulez-vous travailler avec nous? Puis on vous mandate pour que vous nous aidiez à trouver les bonnes questions, puis surtout trouver les réponses à ces questions-là. Donc, tu sais, ça, c'est extraordinaire comme façon de fonctionner. Mais est-ce qu'on a ça ici au Québec, au Canada? Non. Donc, au Québec, au Canada, ben, il y a une crise qui implique un virus qui cause la COVID-19. Ben, on va avoir des experts sur le virus. Quand il y a eu la tragédie ferroviaire de Mégantic, on avait des experts pour éteindre le feu. Vous voyez, quand on a une crise d'inondation, on va avoir des experts, des anti-sinistres pour retirer l'eau, puis des municipalités qui vont prêter main forte dans l'immédiat aux sinistrés. Mais il faut considérer l'ensemble des impacts potentiels. Puis, si on pense que les enfants ou les jeunes vont être plus touchés, il faut avoir des experts de l'enfance et des jeunes, puis il faut avoir des experts des communautés autochtones, vous voyez, pour être capable de mettre tous ces cerveaux-là, ces esprits-là ensemble, puis être capable de dire, à la lumière de ce que vous connaissez des crises antérieures ou de vos expertises respectives, comment on peut être capable de considérer tout ça pour prendre les meilleures décisions. Puis souvent, je dirais que c'est pas la meilleure décision qu'on prend, c'est la moins pire des décisions. Parce que chaque décision, quand on se met à ouvrir nos œillères, à considérer l'ensemble des impacts potentiels puis des inégalités que ça peut causer, on se rend compte qu'il n'y a aucune solution parfaite, mais on va prendre celle qui, selon l'ensemble des valeurs et des expertises mises autour de la table, la décision qui risque d'avoir le moins d'impact possible. Et là, ça dépend toujours des valeurs qu'on met de l'avant. Est-ce qu'on veut réduire les impacts économiques? Est-ce qu'on veut réduire les impacts sur les inégalités sociales? Est-ce qu'on veut réduire les impacts, les inégalités entre les générations? Mais je pense qu'il y a donc une question d'avoir les bons experts autour de la table, une diversité de disciplines qui sont complémentaires, mais aussi de fixer des valeurs autour de nos décisions. Puis quelles sont les valeurs qui vont animer nos décisions? C'est des valeurs politiques, économiques, sociales, des valeurs de santé psychologique au sens ou de bien-être au sens plus large, ou des valeurs de sauver des infections à coronavirus, par exemple. Fait que vous voyez, ça change complètement notre guide de valeurs puis le registre des expertises qu'on met autour de la table. Ça change complètement la façon dont on va analyser une situation et gérer une crise. Ça me ramène à vous poser des questions à propos des solutions. Vous avez mentionné un peu au début. C'est quoi les mesures peut-être qui peuvent être prises pour avoir une meilleure justice climatique / sociale, si on prend la crise au sens large? Ouais. Bien, encore une fois, c'est sûr que tout le monde va vous dire ça. C'est quand il y a les mesures, mettons, si je regarde plus pour la justice climatique, ou la lutte au changement climatique, on va toujours diviser les actions plus en atténuation versus en adaptation. Donc, atténuation par tout ce qui va nous aider à réduire là, notre empreinte, notre réduction de gaz à effet de serre, etc. Puis, du côté de l'adaptation, donc moi, je vais peut-être plus vous parler de l'adaptation parce que je sais que tout le monde va vous parler d'atténuation. Mais d'un point de vue santé, depuis tantôt, moi, je vous parle des impacts, des crises, les impacts directs et indirects. Donc, est-ce qu'on peut au moins faire en sorte qu'on va mieux s'adapter comme société à ces crises-là? Parce que je ne veux pas être défaitiste, mais vous comprenez très bien qu'avec les changements climatiques, non seulement c'est complètement essentiel de ralentir nos émissions puis de se remettre sur le droit chemin, mais même si on était parfaitement parfait
de ce côté-là, le train est en marche et pour les 10, 15, 20 prochaines années, il va y avoir quand même une détérioration du climat. Tu sais, on comprend qu'il faut faire face aussi à la réalité. C'est pas qu'on l'accepte et on est défaitiste, mais il faut faire face à la réalité que pour les 2 prochaines décennies, ce qu'on voit en ce moment en termes de vagues de chaleur, d'inondations, de feux de forêt, c'est quelque chose qui va s'intensifier. Puis là, ce qu'on veut, c'est s'assurer que d'ici 2 décennies, on ralentisse la cadence par les mesures d'atténuation. Fait que moi, là, je ne veux pas être éco-anxiogène quand je dis ça, mais c'est juste que, au contraire, moi, ce qui me rassure, c'est de dire on est capable, on le sait quoi faire pour être capable de faire face à cette adversité-là, parce qu'il va y en avoir un petit peu plus d'adversité. Puis nous, notre rôle, en tout cas, moi, la posture que je prends, c'est de voir comment mieux faire face à cette adversité-là, de manière à ce que ça ne creuse pas encore plus les injustices sociales et climatiques. Tu sais, en ce moment, il y a des îlots de chaleur, on manque de verdissement, on manque d'accès à la nature, on manque de moyens d'adaptation et ceux qui en souffrent ou qui en paient le prix sont clairement les groupes plus défavorisés. Donc, comment, et puis quand je dis défavorisés, c'est vraiment au sens très large, ça peut être des groupes qui marginalisés, défavorisés sur le plan social, linguistique, culturel, économique, là. Bon, donc, une chose, moi, que je pense qui coûte, j'essaie d'être aussi logique, proposer des choses qui sont faisables. Parce qu'on peut dire, hein, vous devriez investir 400 milliards de dollars, mais je m'intéresse aussi à la politique. Je m'étais même présentée pour une campagne électorale. Puis je peux juste vous dire que dès qu'on a des mesures très coûteuses et qui engagent la poche du citoyen, comme des mesures qui pourraient amener à payer plus d'impôts ou surtaxer les riches, c'est pas très populaire. Moi, je suis comme un peu rendue au point de me dire, est-ce qu'on peut avoir une approche qui donne des chances, que ça donne des résultats? Vous voyez ce que, tu sais, malheureusement, je pense que c'est important de réaliser que partout sur la planète, ou presque partout, on fait face à un mouvement idéologique, politique qui penche quand même plus vers la droite, ce qui signifie que les gens, justement, à cause des multiples crises qu'on a vécues, tranquillement, le contexte a amené les gens à être un peu plus en faveur de prôner leur propre liberté individuelle au détriment du bien commun. Ça, c'est une réalité. Ça, je pense que c'est super important de l'avoir en tête, parce que je voudrais vous dire que dans un monde idéal, on devrait être tous une meilleure répartition des richesses, puis beaucoup plus d'investissement dans les infrastructures physiques. Puis j'aimerais vous dire ça, mais la réalité pour les prochaines années ne m'apparaît pas tout à fait alignée avec ça. Puis je ne pense pas qu'au niveau du climat politique, on a beaucoup de chances d'avoir au pouvoir des gens qui vont prôner ce genre d'approche-là. Ils ne seront pas élus par le peuple. Donc ça, c'est super important quand même à avoir. Moi, ça vient teinter un peu mon discours. Mais ce dont je suis certaine, puis je ne suis pas toute seule à le dire, c'est qu'on peut agir au niveau des infrastructures sociales. Ça, on le fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras sur le reste, mais ça, c'est quelque chose de tangible et qui se fait déjà à petite échelle. Et quand ça se fait, ça sauve littéralement des vies, mais ça améliore aussi beaucoup la qualité de vie des gens. Donc, dans le fond, Dr. Theresa Tam, je sais peut-être que les gens ne la connaissent pas tous, mais c'est l'administratrice en chef de la santé publique au Canada. Puis à chaque année, elle va émettre un nouveau rapport sur un thème qu'elle juge prioritaire. Puis le thème de santé publique qu'elle a choisi pour l'année 2023-2024, c'était la résilience des communautés face aux urgences. C'est un excellent rapport, sincèrement. Et dans ce rapport-là, essentiellement, là, je m'étais sorti quelques messages clés. Elle disait, nous devons mieux écouter ce que les communautés vivent et ce qu'elles recherchent plutôt que de supposer que nous savons. En gros, nous devons mettre autour de la table les gens dont le vécu est directement concerné par la crise qu'on essaie de gérer. On doit les mettre autour de la table, on doit les impliquer, on doit travailler différemment. Ce n'est pas parce qu'on fait face à des urgences et des crises qu'on doit gouverner en mode top-down, en mode militaire. Au contraire, on doit apprendre à s'enrichir des gens sur le terrain qui sont les principaux experts de leur vécu, puis être capable de voir avec eux comment les impliquer pour créer des partenariats avec la communauté, pour avoir une approche aussi beaucoup plus rapide et proactive, parce qu'en étant connecté avec le terrain, on peut
mieux identifier les besoins, mieux identifier les capacités, puis proposer des choses plus concrètes qui sont souvent avec des retombées plus durables, plus équitables. Ça aide aussi à mieux partager le pouvoir, puis à créer des liens de confiance. Si les gens ne nous font pas confiance, si les gens ne comprennent pas le bien fondé des décisions, puis se mettent un peu en braquage contre les autorités, à mon avis, on n'est pas du tout en train de créer de la santé et du bien-être et de s'adapter face à ces crises-là. Puis en même temps, ben, c'est de valoriser la connaissance des communautés puis des citoyens autant que la connaissance scientifique pour faire un bel amalgame puis être capable de créer, comme je dis, des solutions, des actions qui vont tenir compte de tout ça plutôt que juste des connaissances basées sur des considérations là, de l'élite, par exemple. Donc, en faisant ça, en misant sur plus d'infrastructures sociales avec les organismes de la communauté, avec des citoyens partenaires, avec des représentants des différents groupes marginalisés ou de faire cet effort-là d'aller vers les gens puis de les intégrer pendant la crise, mais idéalement avant et après aussi les crises, de manière à ce que ce climat-là de confiance puis de collaboration devient permanent. Finalement, c'est une façon de travailler dans un monde de polycrise, à mon avis. Donc, tu sais, ce que je viens de nommer là, ce n'est pas une affaire à 400 milliards de dollars, là. C'est quelque chose qui peut se faire. Le mot-clé, c'est le temps. C'est d'avoir des gens qui sont dédiés à ça, des gens qui ont le temps de faire le démarchage puis de mettre autour de la table, puis d'avoir une culture d'organisation qui se dit prête à écouter ce que les gens ont à dire puis à se laisser influencer par ce que les gens ont à dire. Donc, c'est une histoire de culture, de temps, de priorisation, d'humain, de relations sociales, plutôt qu'une question d'investissement massif. Donc, je ne dis pas que ça va tout régler, mais à mon avis, s'il y avait une chose pour laquelle je suis convaincue qu'on est capable d'avoir des impacts assez rapides pour réduire cette injustice climatique et sociale-là, ça serait par cette voie-là que je miserais. Et vous avez des exemples de contextes dans lesquels ces approches ont été utilisées et que vous avez vu les résultats? Oui, oui. Ah, je l'ai-tu ici? Ah non. Ben, attendez une petite seconde parce que je pense que c'est dans mon bureau. Ah oui, je l'ai ici. Ben, c'est un petit projet, là. C'est une affaire à 5 000 pour toute l'Estrie, là. Fait que, tu sais, quand je vous dis que ça ne coûte rien, ça vaut plus que ça, mais c'est des gens qui ont décidé de s'impliquer dans le cadre de leur fonction. Donc, ça, je ne le comptabilise pas. Face aux vagues de chaleur, ça fait des années qu'on voit que les gens qui sont plus susceptibles de décéder, c'est souvent les personnes, comme je disais, qui souffrent de différentes conditions chroniques, qui vivent dans des conditions de pauvreté plus importantes, qui sont plus isolées socialement. Puis lorsqu'il y a eu le gros dôme de chaleur en Colombie-Britannique à l'été 2021, là, il y a eu 600 décès qui ont été enregistrés pendant une semaine liés à la chaleur. C'est la plus grosse catastrophe qu'on a jamais eue meurtrière au Canada d'origine climatique. Et ça l'a vraiment mis en lumière l'importance de l'environnement social. Je vous dis ça parce que ça va donner, c'est ce qui nous a donné l'idée de faire notre projet. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans les quartiers où est-ce qu'il y avait déjà un filet de sécurité sociale très tissé serré, notamment dans Downtown Eastside, pour ceux qui ne connaissent pas, Downtown Eastside, c'est un quartier de Vancouver qui est extrêmement défavorisé. En fait, pour ceux qui ont peut-être déjà circulé là, il y a beaucoup, beaucoup d'injections de drogue, d'itinérance à même la rue. Là, on se promène, puis les gens, beaucoup de positions, c'est très, très visible, mais il y a aussi une grande concentration d'organismes communautaires, beaucoup de travailleurs de rue. Et étonnamment, ben, ce n'est pas là où est-ce qu'on a le plus enregistré de décès ou liés à la chaleur parce que le filet social était déjà en place, donc ils ont été capables de bien protéger les gens. Je ne dis pas, par exemple, que les gens, il y a une injustice sociale quand même d'avoir autant de défavorisation concentrée, mais au moins, lors de cette crise-là, ils ont été capables de, si on veut réduire ou limiter les conséquences, alors que dans d'autres quartiers un peu moins riches au niveau d'organismes ou d'infrastructures sociales, ça n'a pas été le cas. Donc, ce qu'on a eu comme idée, c'est qu'on c'est pas grand-chose, mais c'est le début de quelque chose. On l'appelle le projet thermomètre à cause de, c'est niaiseux, mais un petit thermomètre avec un outil qu'on a créé. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était on s'en fout de ça, l'outil, c'est un prétexte, mais ce qu'on voulait, c'est de dire comment on peut rejoindre les gens puis augmenter le bassin ou enrichir l'infrastructure sociale qu'on a en Estrie quand il fait chaud pour que ce ne soit pas juste, par exemple, moi qui passe dans les médias qui disent Ah, faites attention, buvez de l'eau, restez pas trop longtemps sous le soleil. Tu sais, même si on dit ça là, à Radio-Canada, là, sincèrement, est-ce qu'on pense vraiment rejoindre les personnes qui en ont le plus besoin comme ça? Non. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on est parti avec
les différents organismes communautaires qui ciblent les personnes avec des troubles de santé mentale, les personnes très âgées, les personnes qui vivent dans des logements HLM, là, à loyer modique. Donc, tous des regroupements d'organismes qui connaissent très, très bien les popotes roulantes, ceux qui vont servir des repas pour les personnes en perte d'autonomie ou qui ont moins de moyens financiers. Donc, on a comme identifié en Estrie tous les organismes qui pouvaient être dans le tâche de leur dans le contexte de leur mission régulière, qui sont déjà en contact avec les citoyens qu'on aimerait rejoindre et sensibiliser. Puis on leur a demandé de distribuer ce qu'on appelle la trousse. Ça coûte à peu près 2 piastres la trousse. C'est rien. C'est pour ça que je vous dis que le projet a coûté 5 000 piastres. C'est un petit thermomètre de température de la maison et non pas corporelle, évidemment. Donc, ça ici, ben, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, c'est évident. Mais dans le fond, le thermomètre sert à sensibiliser les gens, dire s'il fait trop chaud chez vous, vous devriez avoir un plan. T'sais, à partir de 31 degrés à la maison, c'est documenté. On l'avait vu en Colombie-Britannique. Les risques de souffrir de la chaleur, voire d'en décéder, sont plus grands. Donc, on a fait un petit carton tout simple qui indique que vous devriez utiliser cet outil-là et s'il fait plus que 31 dans votre maison, dans votre logement, c'est quoi votre plan? Puis là, ben, l'intervenant, qui est le livreur de la popote roulante ou l'intervenant en santé mentale, on les avait déjà formés avant. Puis eux pouvaient dire, ben toi, qui vas-tu appeler si le thermomètre indique qu'il fait trop chaud? Où vas-tu te rendre dans ton quartier? Donc, vraiment une approche personnalisée qui a été co-préparée avec l'intervenant de confiance. Vous voyez ce qu'on a fait? On n'a pas créé une nouvelle structure. On a misé sur les infrastructures existantes, puis on leur a donné un pouvoir d'agir en les outillant avec des outils très simples. Puis, on l'a évalué ça pendant 2 étés, puis ça a été vraiment positif. C'est tellement simple, c'est tellement simple que ça marche parce qu'on n'a pas réinventé la roue, on est allé avec. Et ces outils-là, c'est pas nous qui avons l'idée, c'est qu'on demandait aux intervenants comment on pourrait mieux communiquer les risques liés à la chaleur, comment on pourrait mieux protéger les gens. C'est eux qui nous ont dit, bien, il faudrait remettre un truc concret comme un thermomètre. Ah, bonne idée. Donc, on a fait de la co-construction de l'outil, on a tout créé ça avec eux, on leur a fait valider. Fait qu'à la fin, l'outil, ça leur parlait. Ils ont fait partie de la campagne, ils ont distribué des milliers de ces trousses-là. Puis ça va quand même assez bien, je vous dirais, là, depuis quelques années qu'on fait ça. Puis on a quand même moins de coups de chaleur, très peu de décès. Donc là, on sort de la vague de chaleur de hier avant-hier. Puis à date, ben, je ne peux pas donner de détails, là, mais les seuls coups de chaleur dont on a été informés, c'est dans un contexte très particulier, un milieu de travail, là. Mais sinon, tu sais, je pense quand même que la prévention commence à faire son œuvre. C'est surtout de dire qu'on met l'effort sur les bonnes personnes, puis on mise sur les ressources existantes en place, puis on redonne le pouvoir d'agir, on crée des partenariats. Puis ça, à mon avis, ce qu'on fait là, c'est plus juste pour la chaleur, c'est que c'est un réseau qui se crée, qu'à la prochaine crise ou prochaine urgence, ben, on peut mobiliser ce réseau-là. Puis ce réseau-là, ben, ils ont appris à créer des liens avec nous, fait qu'ils peuvent aussi nous contacter s'ils voient d'autres choses sur le terrain ou s'ils ont d'autres suggestions parce qu'ils ont vu qu'on est capable de collaborer puis s'inspirer. Donc, je trouve qu'on a comme créé un dialogue qui est intéressant. Puis c'est juste un petit exemple, mais il est quand même chouette là, comme exemple. On a vu plein de choses qui ont découlé de ça. Nous, c'était juste essentiellement le travail, c'était de livrer ça et ça. Mais l'intervenant souvent disait, ben là, j'ai plein de gens, moi, là, quand j'allais porter le thermomètre, je voyais qu'ils faisaient trop chaud dans leur logement, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où aller, ces gens-là, s'il fait chaud. Donc, il y en a qui ont créé des activités à la bibliothèque municipale. Donc, ils ont appelé ces gens-là quand il fait chaud, puis ils ont dit, venez nous rejoindre à la bibliothèque, puis on vous donne des popsicles, puis on va faire une activité rafraîchissante. Donc, le simple fait de leur avoir donné accès à la connaissance, aux outils, puis de les avoir invités à faire partie de notre mission un peu d'adaptation à la chaleur, ben ça a comme créé quelque chose de plus, tu sais, ça a mis leur créativité puis leur innovation ça l'a allumé tout ça. Donc, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça a semé des graines un petit peu, là, puis on est bien content de ça. Ça donne de l'espoir que vous avez donné. Puis peut-être juste pour enchaîner avec une dernière question, comment vous pensez que les étudiants et les étudiantes peuvent-ils s'engager de manière significative pour lutter contre cette injustice sociale, climatique? Ben, c'est ça, hein, c'est qu'il faut y aller à tous les niveaux. Tu sais, je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire qu'il faut
juste agir à l'échelle des communautés ou je ne suis pas en train de dire, regardez, oubliez ça, là, le combat de grande échelle, distribuer des thermomètres, puis ça va bien aller. C'est pas ça que je dis, hein. Moi, tout ce que je dis, c'est que des fois, on a besoin d'aller chercher justement de l'espoir avec des petits succès. Je pense que c'est quand même important. Même on parle d'éco-anxiété, ben moi, j'en ai des gens qui m'ont dit, là, des bénévoles, des gens qui travaillent pour ces organismes-là, qui ont dit, c'est pas grand-chose, mais moi, le fait d'avoir fait partie de ça, moi, ça m'a fait du bien parce que je me sentais moins impuissant un peu. J'ai senti que je faisais ma contribution. Souvent, les gens disent, je ne sais pas quoi faire pour ça, pour me sentir moins passive ou sentir que je peux faire ma petite part des choses. Donc, je pense faut être au courant des opportunités puis aller les saisir en fonction de nos propres intérêts, nos forces, nos capacités. Ça peut être autant de s'impliquer au niveau de la communauté pour je ne sais pas, chez nous, par exemple, on a un organisme où est-ce qu'on va, à un moment donné, je suis allée enlever les déchets dans une rivière avec toute une belle gang. C'est vraiment intéressant. Là. Tu ressors de là, tu sens que tu as contribué un peu à nettoyer l'environnement, mais il y a aussi, tu te retrouves avec des gens qui poursuivent un peu le même intérêt, le même combat. Puis il y a quelque chose qui faisait vraiment du bien, qui redonnait espoir. Donc, je pense s'impliquer dans des petites actions concrètes qui ont des répercussions, c'est définitivement un baume ou il y a quelque chose d'apaisant qui redonne l'espoir, l'optimisme, sentiment un peu de contrôle ou d'engagement ou de faire partie. Mais ceci dit, je pense aussi qu'on doit continuer notre action à plus haut niveau. Là, parce que la pire chose serait de baisser les bras et de se dire que de toute façon, l'idéologie de droite domine. Donc, à quoi bon perdre notre temps? Là? Au contraire, la chose la plus dangereuse, ce serait qu'on perde cette activité-là politique, de se faire entendre, de manifester, de s'impliquer à plus haut niveau. Donc, à mon avis, il faut agir autant à l'échelle des individus. Ça commence par prendre soin de soi puis faire des choses qui nous font sentir mieux et qui nous font être en posture constructive et positive pour aider sa communauté ou sa société au sens plus large. On peut agir à l'échelle de la communauté, mais après ça, on peut définitivement aussi poursuivre une lutte un petit peu plus à l'échelle des politiques publiques ou à l'échelle sociétale. Mais je vais quand même mettre un petit bémol ici. Les études démontrent quand même que les gens qui s'engagent dans des grands combats de niveau manifestation à grande échelle ou qui sont très engagés là, au niveau de cet activisme-là, ça peut avoir un certain effet négatif sur la santé mentale parce que vous comprenez, quand ça devient trop, si ce n'est pas balancé avec des actions à plus petite échelle concrète, ça peut devenir en soi éco-anxiogène, je suis tellement hyper conscient des enjeux, puis je suis hyper frustrée qu'on ne soit pas entendu. Fait qu'il faut quand même, je pense, se protéger là-dedans parce que, comme je vous dis, c'est pareil comme dans un avion qui est en train de crasher. Notre planète n'est pas en train de crasher, mais je dis, quand il y a une crise qui arrive, c'est important d'abord de trouver une façon de prendre soin de soi pour être en mesure de mieux prendre soin des autres. Donc, ce n'est pas du tout égoïste, c'est juste intelligent d'être capable de dire qu'est-ce que je fais pour me mettre dans une posture où j'ai de l'espoir, j'ai une approche constructive, positive versus tellement engagée que ça m'envahit, puis je deviens un peu découragée de ça. Vous voyez, fait que de trouver l'équilibre, je pense que c'est absolument essentiel parce qu'on a besoin de vous, puis on veut que vous restiez en forme et engagés de la meilleure façon, la plus saine possible que ce soit. Ben, c'est vraiment intéressant aussi parce que souvent, on a tendance à sous-estimer les petites interventions à l'échelle locale, communautaire. On se dit, ben, je change rien dans le monde, mais au fond, c'est ça qui fait la différence petit à petit, un petit bout, puis ça fait toute une différence. Ah oui, mais c'est pas vrai que ça ne change rien de toute façon. Imagine si tout le monde se disait ça, on ne ferait jamais rien. Puis, n'oubliez pas, moi, en tout cas, ce que j'aime, mettons, le projet thermomètre en tant que tel, je pense à l'effet direct que ça a eu. Je pense au bassin surtout de bénévoles que sans ça, il n'aurait jamais entendu parler de comment aider les autres à se protéger de la chaleur, puis qu'on a engagé d'une certaine façon dans l'adaptation au changement climatique indirectement par ça, qui ont fait tu sais, j'ai un pouvoir d'agir, j'ai un rôle, j'ai une légitimité à jouer. Mais après ça, on l'a documenté, puis j'en parle tout le temps dans toutes mes rencontres pour essayer d'inspirer d'autres endroits à faire la même chose. Puis, by the way, on le fait à Sherbrooke et dans les environs, où est-ce que je travaille. Mais après ça, maintenant, à Québec, ils le font, à Montréal, ils le font, à Gatineau, ils le font, dans les Laurentides, ils le font. Fait que, tu sais, c'est un petit projet futile à 5 000 mais qui, au bout du compte, va avoir rejoint beaucoup plus de gens. Fait que je me dis,
moi, ça c'est très personnel à moi, moi je crois plus que de partir de la base à une échelle un peu plus réaliste pour aller chercher un succès, puis après ça, de faire rayonner ça le plus possible pour donner le goût d'avoir un effet multiplicateur. On dirait qu'en ce moment, dans la conjoncture actuelle, je crois un peu plus à cette modalité-là pour avoir plus de chances d'espérer que ça va vraiment changer les choses. Fait que c'est pas parce que ça, on part petit que ça peut pas devenir grand, tu sais, mais bref, d'attaquer la bête par en haut, il faut le faire aussi, mais je, moi, avec tout ce que j'ai vécu des dernières années, j'ai comme tendance à vouloir aussi l'attaquer plus sournoisement, par les communautés, par renforcer la masse de gens qui, tranquillement, qui vont porter le message avec nous. Fait que une sensibilisation à la fois, un groupe à la fois, je trouve qu'on va plus chercher le cœur des gens, puis on les engage un à la fois pour vrai. Fait que j'ai l'impression qu'on a plus d'impact comme ça, même. Fait qu'il ne faut jamais sous-estimer, à mon avis, le pouvoir des communautés. C'est eux, Est-ce que la hein, perspective, c'est eux qui choisissent les prochains gouvernements. Fait que, tu sais, tranquillement, si tu engages des communautés dans le gros bon sens, ben, tu sais, si tout le monde fait ça de leur bord, ben, ça fait des pourcentages de gens de plus qui vont peut-être faire les bons choix. Puis, tu sais, fait que ça aussi, c'est une façon de changer un peu nos normes sociales ou nos valeurs, tu sais, pas de les changer, mais d'amener les gens à réfléchir un peu plus à l'aide d'actions un peu plus concrètes à leur portée plutôt que de grands discours, des fois, qui les rejoignent moins, là. effectivement? Je ne sais pas si quelqu'un parmi les personnes présentes aurait une intervention, une question, un commentaire. Sentez-vous libre. Moi, je vais en poser une question si c'est possible. Oui. Super. Donc, merci beaucoup pour ces renseignements. Moi, c'est Christian, je suis au réseau Unicé à la programmation. Puis j'essaie de faire des liens un peu avec ce que vous avez dit là. Euh, Par exemple, là, le projet euh, sur une base locale, c'est quelque chose on encourage dans le réseau. On a 5 équipes par année qui reçoivent justement 5 000 $ de financement pour mettre en œuvre leurs initiatives étudiantes en action climatique. Fait que, on est toujours très fiers là, des retombées à chaque année. Fait que juste faire un lien là-dessus, puis de faire du pouce sur c'est toujours bon d'encourager des petites initiatives qui peuvent avoir un très grand impact euh, pour des retombées, là. Et c'est peut-être ces gestes-là qui vont avoir des plus gros retours à long terme pour combattre Mhm. la crise climatique. Un autre truc que j'ai retenu aussi, c'est beaucoup de liens à faire entre euh, les impacts des changements climatiques sur la santé. Puis c'est vraiment quelque chose qui est important, en tout cas, peut-être les angles à communiquer pour encourager les gens qui sont peut-être plus réticents. C'est qu'est-ce qui va les porter plus à faire des gestes justement pour atténuer leur impact sur le climat. C'est la santé, l'impact économique, puis en dernier, c'est comme l'aspect intrinsèque de sauver la planète. Ouais. Fait que de montrer justement là, ces impacts réels sur la santé peut pousser des gens à réagir. Comme moi, je parlais plutôt là, des feux de forêt là, à Fort McMurray. L'été au Québec, là, où on voyait les ciels oranges, comme moi, j'avais jamais vu ça. Fait que je pense que ça a Ouais. apporté plusieurs personnes à réagir, de comme, ah, là, on voit vraiment les impacts. Alors que, puis là, je fais le lien avec la justice climatique peut-être, c'est que il y a d'autres personnes qui sont ailleurs dans le monde qu'eux se disent comme, non, non, nous, ça fait longtemps qu'on les voit, les changements climatiques. C'est comme, à vous de vous en rendre compte, avec peut-être là, quelques petits exemples là, comme les feux de forêt ou d'autres, mais il y a pour certaines personnes, euh, les réchauffements sont visiblement, comme sur une base quotidienne, impactent leur vie et la santé et tout ce qu'on a découlé. Fait que je pense que c'est ça aussi à retenir, puis quelque chose qu'on entend beaucoup parmi les membres du réseau Unicé. Ouais. La seule chose peut-être dans ce qui a été dit qu'il faut faire un petit peu attention, c'est de mettre l'accent sur les impacts santé. Au début, c'était notre stratégie parce que comme tu dis, tu sais, on se disait les gens, ça les concerne plus quand ils voient que ça pourrait toucher leur bien-être, leur santé. Mais ce que la science tranquillement tend à démontrer, c'est que si on met trop l'accent sur les impacts santé sans mettre l'accent sur les possibilités d'action qu'on peut faire, ça peut avoir un effet au contraire paralysant qui peut Ah, amener vers du déni. C'est un OK. peu, tu sais, c'est comme un peu Israël, Gaza. Tu sais, à un moment donné, ça devient tellement gros que les gens finissent par dire, oh, je vais zapper ou je vais. Tu
Tu sais, j'aime mieux pas y penser, c'est trop négatif, tu sais. Puis même quand on est dans les images négatives, quand on est dans, il y a des gens qui peuvent avoir le réflexe de tomber dans une forme de déni, c'est trop inconfortable. Donc, pour amener les gens dans la bonne zone de mobilisation, faut à quelque part avoir faut générer un peu d'éco-anxiété. À quelque part, quelqu'un qui est zéro éco-anxieux, c'est pas quelqu'un qui est prêt à faire de l'action. L'éco-anxiété, c'est une réaction tout à fait normale, on s'entend, là, face à un phénomène qui est bien réel, mais on veut les amener dans une zone de lucidité sans tomber trop dans l'anxiété extrême, parce que ça peut les amener à dire, oh, c'est tellement inconfortable que je vais faire un peu comme ce qu'on voit dans certaines théories de complot. On a besoin de réponses simples. C'est tellement ambigu ou inquiétant ou complexe qu'on va aller chercher des solutions ou des réponses très simples pour calmer un peu notre anxiété. C'est ça ce qui se passe là, quand on tombe dans des réactions très polarisées. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens ne soient pas polarisés, qu'ils soient juste assez inquiets et mobilisés pour dire, OK, j'ai goût de bouger, j'ai goût d'être dans l'action. Donc, pour ça que trop les inquiéter sans leur amener, voici ce que tu peux faire, voici ce qui est à ta portée. Fait que c'est toujours chercher un équilibre entre les deux. Justement, j'allais conclure si jamais il n'y a pas de questions. Fait que merci beaucoup, Mélissa, pour ton temps, pour toutes ces informations très enrichissantes, pour tes réflexions, d'avoir partagé ton expérience. Puis bonne chance pour la suite. Ah ben oui, on reste mobilisé. Moi, je suis dans la zone là, très mobilisée. Mais faut pas lâcher. Il faut qu'on soit plusieurs dans cette zone-là. On a besoin de beaucoup de cerveau et de bras. Donc, lâchons pas. Merci à toi, Fatima, pour cet échange de qualité. Et merci à tous ceux qui y ont participé. Juste une petite information pour terminer. À l'agenda des cafés climatiques, nous avons 2 dates prochaines qui sont déjà identifiées. Le 30 juillet, avec l'initiative Banicora Ville Verte, et le 6 août, avec la présentation du programme Blue Soldiers. Merci à tous. Bonne suite de journée à tous et à toutes. Au revoir.